you back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Voilà, et ben écoutez, je passe tout de suite la parole à Barbara, que je remercie encore. Merci Barbara d'intervenir sur ce beau thème de l'inbound marketing. Et je vous souhaite à tous un bon événement, une bonne présentation. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme le disait Violaine en introduction, je suis diplômée de la toute première promotion bachelor IBPM. Et aujourd'hui, je suis dirigeante d'une agence digitale basée sur Rennes qui s'appelle InWin Rennes. Donc, avec Vincent et le club marketing aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet qui est l'inbound marketing. Et si on doit en fait un petit peu le traduire, c'est de regarder ensemble comment est-ce qu'on peut obtenir des leads ou des prospects qualifiés grâce notamment à son site internet. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je parle tout de suite du site internet. Et du coup, d'avoir cette démarche-là un petit peu dans une logique de prospection non agressive. Donc, ce que je vous propose pour les prochaines minutes qu'on a ensemble, c'est vous introduire évidemment l'inbound marketing. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça reste une introduction, hein, évidemment, on pourrait creuser chaque point. L'idée, c'est de vous donner une vue globale. Donc, je vais vous présenter des outils d'acquisition qui sont clés lorsqu'on décide d'avoir une stratégie d'inbound marketing. Je ferai un focus sur les statistiques. Je pense qu'au fil de la présentation, vous allez également comprendre pourquoi il est primordial de parler de statistiques et de mesurer tout ce qu'on fait. Ça prévaut en règle générale en stratégie, mais d'autant plus quand on fait de l'inbound. Et on terminera sur quelques clés de réussite que je vous donnerai pour avoir une stratégie d'inbound efficace et rentable. Donc, je vous propose de démarrer alors en parlant d'outbound. Alors, ce n'est pas une erreur. Je démarre en parlant d'outbound tout simplement pour comprendre la différence qu'il y a avec ce dont je vais vous parler après, à savoir l'inbound. Donc, l'outbound marketing, c'est la stratégie de communication et de prospection qu'on connaît qui est centrée, on va dire, sur les produits d'une entreprise, les services d'une entreprise. Donc, ça va être des techniques, en fait, où on va utiliser son réseau d'affaires, le bouche à oreille. On va utiliser la communication, les outils de communication qu'on connaît, à savoir la publicité dans la presse, dans la rue, à la télé, des articles, la radio. C'est aussi participer à des événements tels que des salons, des séminaires et évidemment capitaliser sur une force de vente, qu'elle soit à distance en télémarketing ou bien sur le terrain à travers des commerciaux. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi le push marketing. L'inbound, c'est l'autre approche où en fait, on va décider de faire venir à soi des prospects, des potentiels clients. Et donc, il y a 4 grandes étapes qui régissent l'inbound. Et c'est une technique, en fait, qui s'adresse aussi bien au B2C et au B2B. Et je vous le dis dès le départ parce que régulièrement, quand on parle d'inbound avec mes collègues et des confrères, souvent, on nous dit « mais oui, mais ça, c'est une stratégie quand on adresse le particulier ». Mais pas du tout. Ça s'adapte parfaitement aussi lorsqu'on travaille de professionnel à professionnel. Lorsque les processus d'achat sont un petit peu plus longs, ça s'y prête aussi parfaitement. Et j'espère que vous le comprendrez à travers cette présentation. Donc, première étape, quand on fait de l'inbound, évidemment, c'est d'attirer à soi des prospects. Ensuite, la deuxième étape, c'est de les convertir. Ça veut dire qu'on va rentrer en contact avec eux parce qu'ils vont nous donner leur email, nous donner leur numéro de téléphone, leur identité plus ou moins qualifiée. La troisième étape, c'est évidemment, une fois qu'on a fait tout le travail amont, de parvenir à conclure avec ce contact et donc qu'il devienne en fait notre client. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous vendez. Et la dernière étape, c'est bien sûr de fidéliser. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Ce n'est pas parce qu'on a un client qu'il faut ensuite le laisser, surtout pas. Il peut devenir ambassadeur de votre marque, de vos produits, de vos services. Et puis, il peut aussi vous recommander de nouvelles choses. Donc, il faut garder le contact. Et au final, vous comprenez bien que ça
revient au début, si potentiellement il devient un potentiel acheteur, eh ben, vous allez le réattirer, le reconvertir pour qu'il conclue une nouvelle vente. Donc, j'en dirai pas plus sur l'introduction. Je pense que voilà, c'est relativement clair sur la technique de l'inbound. Là, l'idée maintenant, c'est de vous parler concrètement d'outils qu'on utilise quand on fait de l'inbound et notamment quand on souhaite attirer des prospects. Donc, on va parler évidemment du site internet, du référencement, des réseaux sociaux et je terminerai évidemment par le marketing automation qui est quand même lié à la CRM. Je le mets parce que au final, l'un et l'autre fonctionnent ensemble. On terminera d'ailleurs sur ça. Donc, le site internet, pourquoi je commence par le site internet? Parce que, en fait, c'est un peu le cœur névralgique et le pilier central d'une stratégie d'inbound marketing. C'est là que va se recenser tout votre trafic, tous vos visiteurs et beaucoup de choses s'y jouent. Et puis, vous verrez tous les autres outils dont je vais vous parler par la suite, que vous connaissez forcément, ils ont toujours un petit peu pour objectif de ramener du trafic sur votre site internet. Donc, pourquoi le site internet, ça a de vrais atouts quand on fait de l'inbound? Déjà, de base, un site internet, donc aujourd'hui, il doit être responsive. On doit pouvoir le consulter sur un mobile, sur une tablette, de n'importe où. Donc, c'est quand même la permission, en fait, à vos prospects de pouvoir accéder à l'information sur votre entreprise et sur vos offres depuis n'importe où quand ils veulent. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, la stratégie d'inbound, ça a pour but donc de faire évoluer petit à petit des prospects pour qu'ils deviennent clients. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, ça veut dire que sur votre site internet, vous allez avoir aussi bien des personnes qui démarrent leur réflexion, qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas trop au courant de leurs problématiques. Enfin, voilà, ils sont en statut découverte. Il va falloir qu'ils trouvent les informations qui leur correspondent sur votre site. Mais vous allez aussi avoir des personnes qui sont quasi en phase d'achat. Elles cherchent un partenaire ou le produit, la solution. Et donc là, elles sont plutôt en mode évaluation. Et il faut aussi qu'elles trouvent l'information sur le site internet. Donc, c'est pour ça qu'un site internet, c'est vraiment adapté à n'importe quel niveau de maturité de vos cibles. Vous pouvez et vous avez l'opportunité de leur délivrer de l'information pertinente en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et dernier point important, alors il y en a plein d'autres, mais il a fallu que je sélectionne. Un site internet, on peut y rattacher de nombreux outils de mesure. Et donc, ça nous permet de comprendre et de s'ajuster et de s'adapter au quotidien en fonction du comportement de navigation, en fonction des pages consultées, des boutons cliquables qui suscitent le plus d'intérêt, etc. Donc, c'est ce qui fait aussi la force du site internet et ce pourquoi c'est un pilier central. L'autre sujet qui est une condition un peu sine qua non au site internet, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire le fait de, lorsqu'on tape votre sujet d'activité dans Google, de vous trouver très facilement et que vous soyez visible. Donc là, je fais un petit zoom rapide, mais ça pourrait faire l'objet de longues minutes de discussion. Mais bon, le référencement naturel, qu'est-ce qu'on y fait pour que ça soit bénéfique à une stratégie d'inbound marketing? Eh bien, en fait, on va faire un énorme travail sur son contenu, de son site internet notamment, le contenu qu'on y met, les mots-clés qu'on utilise et tout le maillage externe qu'on va constituer pour générer de la visibilité à long terme sur notre site internet. Donc, c'est pour ça que c'est lié au premier outil que je vous ai présenté, le site internet, parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'aller travailler avec d'autres sites qui ont une certaine autorité sur leur secteur d'activité. On va appeler ça des sites internet puissants et légitimes qui renvoient vers votre site internet. Et donc, par ce travail de contenu, de netlinking et de stratégie de mots-clés, on va petit à petit gagner des places aux yeux du moteur de recherche Google.
Donc, grosso modo, si le référencement naturel en stratégie, en inbound marketing, c'est de devenir le meilleur ami de Google. Et pour cela, il faut lui faciliter la tâche et qu'il comprenne très simplement et de manière lisible ce que vous avez à offrir et qu'il comprenne que vous êtes pertinent sur vos sujets. Et son pendant, c'est le référencement payant. Donc, quand je parle de référencement payant, je parle à la fois des outils que Google, effectivement, met en place pour faire des campagnes publicitaires, mais également aussi les réseaux sociaux qui ont leur régie publicitaire et qui proposent aussi de faire des campagnes payantes. Donc, j'englobe tout ça quand je parle de référencement payant. Et donc, pourquoi c'est le pendant du référencement naturel? Parce que, je l'ai dit très rapidement, mais le référencement naturel, c'est quand même un travail de longue haleine. Et ça ne va pas payer du jour au lendemain si on essaye de faire quelque chose de viable et pérenne. Donc, souvent, l'idée, c'est de l'associer à des campagnes publicitaires pour booster le référencement naturel, mais aussi pour booster le trafic sur son site Internet, pour booster peut-être le lancement d'une offre, d'un nouveau produit, etc. Donc, voilà, tout cela s'imbrique ensemble. Et évidemment, quand on fait des campagnes, vous l'avez bien compris, c'est d'aller capter et acquérir des nouveaux prospects qui vont être plus ou moins qualifiés. Et ça, c'est en fait en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Alors même si Google aujourd'hui tend à avoir des critères pour constituer une campagne publicitaire proche des réseaux sociaux, à savoir pouvoir définir une cible en fonction de son sexe, de son âge, de sa localisation, de ses centres d'intérêt. Tout cela, ils essayent en fait de répondre un petit peu aux mêmes standards pour avoir des campagnes publicitaires les plus pertinentes possibles. Et donc, en gros, que vous cibliez tout de suite les bonnes personnes par rapport à ce que vous avez à offrir et à proposer. Alors, pourquoi c'est pratique le référencement payant et quels sont ses atouts pour l'inbound? Donc là, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez cibler de manière plus ou moins pertinente en fonction des caractéristiques vos campagnes. Et également, ce qui est hyper intéressant, et c'est une pratique assez courante quand on fait de l'inbound, c'est que ça se prête très facilement au test and learn, globalement les réseaux sociaux aussi. Ça veut dire que, en gros, vous avez deux campagnes. Vous ne savez pas trop laquelle vous avez envie de publier. Vous hésitez entre deux visuels, vous hésitez entre deux phrases d'accroche. Et ces outils vous permettent de lancer les deux en même temps et puis de suivre et de comparer. Et évidemment, le but, c'est peut-être de stopper la campagne qui ne fonctionne pas du tout parce qu'elle n'atteint pas les cibles que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de clic. Et puis, de capitaliser sur celle qui, pour le coup, fonctionne plutôt bien. Donc, déjà, ça vous permet, vous, d'apprendre à connaître votre cible. C'est quoi les mots, les accroches, les visuels qu'ils aiment bien. Et puis surtout, ça vous permet d'optimiser vos dépenses et de maîtriser votre budget publicitaire. Et c'est un petit peu la grosse différence avec l'outbound dont je vous parlais au départ. C'est vrai qu'effectivement, on peut faire de la publicité, mais souvent, ça va être large et non ciblé. Donc, c'est souvent des gros budgets et puis les retombées sont plus ou moins qualifiées. Et puis, évidemment, un point important lorsqu'on fait de l'inbound et des campagnes publicitaires, il y a des contenus qui se prêtent plus ou moins bien à certains canaux publicitaires. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez une campagne plutôt visuelle, peut-être une vidéo, ça va être plus pertinent d'utiliser des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux plutôt que sur le moteur de recherche Google. Par contre, si vous êtes une société de service, que vous avez lancé une action et que votre objectif, c'est de recevoir des appels, donc par exemple, je prends l'hôtellerie, ça va peut-être être intéressant de passer plutôt par une campagne dans le moteur de recherche Google où vous mettez en avant le nom de votre enseigne, par exemple vos étoiles ou les avis clients, et puis votre numéro de téléphone pour pouvoir réserver tout de suite. Ça, c'est peut-être moins pertinent de le faire sur les réseaux sociaux. Voilà à titre d'exemple. Donc, bien choisir quand même ces canaux de publicitaires en fonction du contenu qu'on souhaite promouvoir.
Je fais une petite pause si jamais il y a eu des questions entre-temps, Vincent. Moi, j'en avais une tout à l'heure là qui a été posée par Joseph et ça m'a fait sourire parce que c'est quelque part un peu mon job là, dans la DSI de Total, c'est sur les statistiques des sites internet. La question de Joseph, c'était est-ce qu'on peut toujours effectuer les stats sur les sites internet avec la RGPD? Est-ce que justement la RGPD, comment pas réduit les statistiques? Est-ce qu'il y a une baisse de trafic? Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit, tout simplement? Alors, je te laisse répondre, mais j'ai aussi plein de choses à dire sur ce sujet. Ouais, je pense que tu vas être beaucoup plus fourni et aguerri que moi pour répondre sur ce sujet. Donc, la question, si je résume, c'est en gros, est-ce qu'aujourd'hui, avec la RGPD, on a moins de statistiques et elles sont moins parlantes? C'est un peu ça la question? Oui, tout à fait, tu Ouais. peux répondre dans ce sens-là. Ouais. Alors, aujourd'hui, la RGPD, en fait, elle nous impose d'être beaucoup plus transparent dans nos démarches. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on collecte? Mais à partir du moment où l'information, elle est claire et lisible et que la personne accepte, on peut commencer à collecter des données qui sont totalement pertinentes. Après, ce qui se passe aussi, c'est quand je parle de statistiques, alors évidemment, l'idéal, c'est de savoir que telle personne a fait telle chose et qu'elle s'appelle un tel pour pouvoir la recontacter. Mais déjà, de manière anonyme, quand on regarde les statistiques globales d'un site sur le comportement général de nos visiteurs, qu'on les connaisse, que ce soit des inconnus ou pas, on a déjà de très belles informations, on va dire, pour nous aider à savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut conserver. C'est éventuellement ce que je pourrais dire. Et puis, je te laisse compléter peut-être. Oui, juste pour préciser, tout à fait. Donc, l'analyse du trafic sur un site web est totalement anonyme, pour autant qu'on ne se soit pas identifié sur le site web. Mais si on s'identifie, euh, lorsque vous allez sur Facebook, vous êtes 100% connecté. Lorsque vous allez sur Vente privée, vous êtes 100% connecté. Mais si vous cherchez un horaire de train sur la SNCF, vous commencez votre navigation en non connecté, vous pouvez vous connecter avec SNCF Connect, par exemple. Dès l'instant que vous vous connectez, vous acceptez d'être traqué. Dès quand vous êtes en mode anonyme, on vous demande quand même votre consentement cookie. Donc ça, c'est le fameux bandeau que vous voyez apparaître sur tous les sites web maintenant, c'est en lien avec la directive e-privacy, donc qui est le pendant de la GDPR, mais sur tout ce qui est tracking et données personnelles sur les sites web. Euh, c'est de plus en plus régulé, mais ça ne change absolument rien. On a tout à fait la possibilité encore, et c'est encore heureux parce qu'il y a un énorme écosystème là-dedans, de traquer les visiteurs, de suivre leur parcours sur Internet, encore plus quand il s'agit d'un site e-commerce, il faut bien qu'on suive la commande et qu'on vous identifie, etc. Euh, il n'empêche qu'on voit quand même une légère baisse maintenant du trafic. Pourquoi? Parce que la directive e-privacy nous impose de proposer des boutons «Je refuse». Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site, sur le total.fr, hein, c'est moi qui m'en occupe, sur le fameux bandeau cookie qui apparaît maintenant, avec 3 boutons: j'accepte, je refuse et paramétrer mes cookies. Donc maintenant, avec ce fameux bouton «Je refuse», on peut très bien refuser d'être traqué. Bon, normalement, ça devrait quand même baisser le service qui vous est offert par le site web que vous visitez, mais il y a certains sites web qui voient vraiment une chute de leur trafic parce qu'on ne peut plus suivre les visiteurs. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en parler longtemps, mais si ça intéresse d'autres personnes, je pourrais continuer. Je te laisse continuer, Barbara. Ça marche. J'enchaîne donc sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est inutile de vous présenter ce que c'est. Je pense que tout le monde connaît. J'ai mis quelques logos en exemple, mais évidemment, il y en a plein d'autres. En ce moment, le buzz, alors même si ça existe depuis un petit moment dans d'autres pays, mais là en France, l'engouement est sur Clubhouse, donc on pourra en parler aussi éventuellement si vous voulez. Mais voilà, moi l'idée aujourd'hui, c'était de parler des plus connus actuellement et les plus utilisés dans l'inbound. Donc les réseaux sociaux, à quoi ça sert en inbound?
bon, bah, évidemment, à vous faire connaître et à donner envie de vous connaître. Ça permet aussi de construire un petit peu votre légitimité lorsque vous délivrez du contenu de manière régulière. Et puis, encore une fois, de générer du trafic sur votre site internet, le fameux. Donc, quels sont ces atouts quand on fait de l'inbound? Alors, il y a quelque chose d'hyper intéressant, évidemment, c'est que quand on est sur des réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, on s'adresse de personne à personne. Et donc, on a potentiellement l'occasion de parler à nos décisionnaires en direct. Si je prends le pendant avec la démarche de phoning, je pense qu'on connaît tous la barrière de la secrétaire lorsqu'on souhaite parler aux dirigeants ou au directeur marketing. C'est hyper compliqué de l'avoir, de l'atteindre. Bon, bah là, ça facilite un petit peu les échanges. Alors évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ces canaux. On est très souvent sollicité. Mais pour autant, à partir du moment où on a un contenu ou quand on met le doigt sur la faille, ça peut totalement générer une interaction. Et donc, c'est quand même du temps gagné et on va dire de l'énergie dépensée autrement parce que faire du phoning, c'est épuisant. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est quand même dommage de s'en priver parce que c'est gratuit. Ça a quand même une force de frappe gigantesque, notamment quand on peut bénéficier d'un effet viral. Alors, maîtrisé ou non maîtrisé, c'est sûr, mais c'est aussi ça qui fait la force des réseaux sociaux. Dernièrement, moi, je connais quelqu'un qui a publié un post pour partager un recrutement un recrutement innovant. En gros, ils sont allés faire un footing tous ensemble en équipe et puis l'entretien de recrutement s'est fait au travers d'un footing. Donc moi, j'ai trouvé ça super. Elle a voulu le partager comme ça, un petit peu sans trop prévoir ce qu'allait se passer. Je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout au nombre de réactions, de partages, de commentaires qu'il y a eu. Enfin, c'était la folie, ça a atteint des milliers. Donc, et puis, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que derrière, l'entreprise a été énormément visitée, son site internet a été visité, la fiche du dirigeant et évidemment aussi a reçu un grand nombre de demandes de connexion. Donc, je n'ai pas encore les résultats éventuellement sur le chiffre d'affaires, mais c'est ça évidemment l'objectif derrière. Et tout ça est parti d'un post LinkedIn. Donc, vraiment, il faut se servir des réseaux sociaux. C'est un élément incontournable lorsqu'on fait de la stratégie d'inbound marketing. Et puis, je le redis beaucoup parce que c'est vrai que l'inbound marketing, ça repose aussi sur la stratégie de contenu. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un webinaire en entier. Mais voilà, il faut aussi utiliser le bon réseau en fonction du contenu qu'on a proposé et évidemment de sa cible qu'on souhaite atteindre. Si la cible, elle n'est pas sur LinkedIn, ça sert et qu'on souhaite utiliser LinkedIn comme outil de prospection et d'acquisition, ça ne sert à rien d'y aller et de s'épuiser. Voilà ce que je peux vous dire sur les réseaux et je terminerai sur le marketing automation. Alors, qu'est-ce que c'est? Le marketing automation, en fait, c'est un outil, lorsqu'on parle par exemple de Pledzi, HubSpot, Salesforce ou d'autres, qui va vous permettre d'automatiser la délivrance de vos contenus, justement. Et en fonction de ces fameuses 4 étapes que je vous ai présentées au départ, donc on les retrouve là sur le schéma. Vous avez attirer, convertir, conclure et fidéliser. Et puis, il y a les petites bulles à gauche qui sont en fait l'évolution de vos prospects dans ce fameux tunnel de vente. Donc, au départ, c'est des inconnus sur le site internet ou même sur les pages des réseaux sociaux, etc. Vous ne le connaissez pas. Il devient visiteur. Il prend plus ou moins le pli en fait de consulter vos contenus, d'aller sur votre site internet, de vous suivre sur les réseaux, mais vous ne le connaissez toujours pas. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Donc, vous continuez de lui délivrer du contenu et au fur et à mesure, il va décider de vous laisser ses coordonnées. Et donc là, il va passer en lead ou en prospect à partir du moment où vous le connaissez. Et là, vous rentrez dans une autre phase. Vous lui proposez d'autres types de contenus pour petit à petit qu'il devienne votre client, que vous transformiez en fait ce prospect en client. Et puis évidemment, derrière, on continue à délivrer encore d'autres types de contenus
pour garder le contact, garder le lien et éventuellement qu'il devienne carrément votre ambassadeur. Donc, en gros, comment ça fonctionne? On parle de MQL et de SQL, tout simplement parce qu'au départ, votre prospect, on va le qualifier d'un prospect type marketing. Et petit à petit, quand il va évoluer dans le tunnel de vente, on va lui attribuer des points. Et à partir d'un certain nombre de points, il va passer prospect sales, donc vente. Et donc là, en fonction de la taille de la structure et de l'entreprise, l'équipe marketing va, entre guillemets, passer la main à l'équipe commerce pour tenter de transformer ce prospect en client. Ce système de scoring dont je vous parlais, comment ça se passe? Eh bien, en fait, chaque contenu que vous créez, que vous définissez, donc des articles de blog, des livres blancs, des webinars, des landing pages avec un formulaire, tout ça, tous ces contenus-là, vous leur attribuez des points. Et à chaque fois qu'une personne consulte ou clique sur ces contenus, il gagne des points. Et donc, automatiquement, il va gagner des points, atteindre un certain seuil que vous avez défini et passer à l'étape suivante. C'est pour ça que ça s'appelle le marketing automation. Et pourquoi je le lie à la CRM? C'est parce que tout simplement, je pense que vous l'avez compris, à chaque fois qu'il consulte un contenu, si on est capable de lui attribuer un score, ça veut dire qu'on est aussi capable de lui attribuer un centre d'intérêt. Il a consulté tel contenu. Donc, ça veut dire que chaque fiche de contact que vous allez avoir, elle va être ultra qualifiée en fonction de quand est-ce qu'il a consulté tel contenu, quel type de contenu est-ce qu'il a regardé, combien de temps, évidemment, il est resté sur mes pages de site internet à partir du moment où je le connais et qu'il a accepté les cookies. Donc, ça donne une fiche de contact, mais c'est du pain béni pour les commerciaux qui, ensuite, lorsqu'ils font leur premier rendez-vous, en fait, alors c'est même plus du rendez-vous de découverte, on est déjà passé un petit peu plus loin parce qu'ils ont déjà énormément d'informations. Et l'objectif, c'est d'avoir un taux de transformation beaucoup plus important. Et c'est pour ça que le marketing et le commerce, quand on fait de l'inbound et du marketing automation notamment, c'est de travailler main dans la main. Donc, si je dois résumer, c'est quoi en fait les atouts du marketing automation quand on fait de l'inbound? C'est d'avoir une qualification des fiches contacts ultra précises, c'est de pouvoir suivre la maturation de ses prospects, les voir évoluer petit à petit vers la phase de décision d'achat. Donc là, c'est pareil, en fonction de votre secteur d'activité, ça va être plus ou moins long. Peut-être que ça va prendre 1 an et demi, 2 ans, et pendant 1 an et demi, 2 ans, vous allez devoir lui fournir du contenu avant qu'il décide de conclure quelque chose avec vous. Et puis, évidemment, ce qui est aussi pratique quand on rentre dans cette stratégie de contenu, c'est qu'on va petit à petit restreindre notre dépendance aux fameuses campagnes publicitaires et le référencement payant dont je vous parlais au départ. Parce que ça, c'est pareil. L'inbound, la stratégie de contenu, ça se fait quand même dans le temps et on n'observe pas tout de suite les résultats. Donc, on l'accompagne avec du référencement payant. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez tellement de contenu de différentes valeurs en fonction de la maturité de vos clients que ces contenus alimentent eux-mêmes votre trafic, votre visibilité sur Internet et que vous ayez moins besoin de faire des campagnes publicitaires payantes pour parler de votre entreprise ou de vos offres, mais que vous les cibliez peut-être sur un événement, une sortie produit, etc. Voilà pour la première partie, les outils. Vincent, j'enchaîne ou il y a d'autres questions? Il y avait une question, oui, sur l'inbound marketing, plus précisément sur les réseaux sociaux, mais tu en as parlé, tu as parlé de LinkedIn, et il y avait une question sur si tu avais des exemples sur Pinterest, Facebook, Instagram, est-ce qu'il y a des différences entre ces réseaux? Alors oui, évidemment, il y a des différences sur ces réseaux tout simplement par rapport à la communauté qui est présente sur ces réseaux. On observe très clairement des secteurs d'activité qui se prêtent beaucoup plus à Pinterest et Instagram. Alors là, sans grande surprise, par exemple, je vais vous parler des architectes, parce qu'on est pas mal sur ce sujet-là en ce moment avec l'agence.
Les architectes, oui, ils sont sur Pinterest, ils sont sur Instagram. Donc, si votre cible, ce sont les architectes, alors intérieur ou pas, il faut être présent sur ces réseaux. Par contre, les architectes d'intérieur, les architectes de manière générale, ils sont un petit peu moins présents sur LinkedIn. Donc, ça ne va peut-être pas être pertinent de dépenser votre énergie sur LinkedIn. Et puis, à contrario, quand on est plutôt dans le B2C, c'est vrai que YouTube, Facebook vont se prêter peut-être plus facilement, ou TikTok, etc., vont se prêter plus facilement à la vente de vos produits en B2C plutôt que d'essayer d'aller vendre quelque chose sur LinkedIn. Donc, en fait, c'est la différence des canaux, des réseaux sociaux, elle se fait vraiment en fonction de où se trouve votre cible. Et après, évidemment, chaque réseau a ses codes, a sa manière de communiquer. Donc, je parlais de Clubhouse. Clubhouse, c'est que du contenu audio. Donc, si vous voulez publier un article, c'est pas possible. Donc, ça sert à rien d'aller sur Clubhouse. Pareil. Il faut étudier un petit peu, faut étudier un petit peu sa cible. Moi, j'avais une question. C'est on parle souvent de LinkedIn, mais est-ce que LinkedIn n'est pas justement devenu un réseau de boomers et il vaut mieux vraiment réfléchir sur les nouveaux réseaux type TikTok et Clubhouse aujourd'hui, Oui, très clairement. De toute façon, il faut étudier un petit peu de tout. Après, c'est vrai que LinkedIn, là, ils ont eu un boom avec notamment la Covid, faut le dire, parce que on a cherché des solutions de repli pour continuer de prospecter et d'avoir du contact. Donc oui, effectivement, il faut étudier les autres canaux où il y a peut-être un petit peu moins de monde. Après, encore une fois, à partir du moment où on a un contenu pertinent, éventuellement un ton de communication aussi un peu clivant, mais ce n'est pas toujours obligatoire, et qu'on a mis le doigt sur quelque chose, LinkedIn, ça continue de fonctionner. C'est vraiment dans le message et la valeur qu'on propose, c'est toujours un petit peu la même chanson. Ok. Donc, deuxième partie, les statistiques. Vous allez voir, c'est beaucoup plus court. Et puis, pareil, je vais passer assez vite. Mais en gros, voilà, quand on a tous les outils dont je vous ai que je vous ai parlé avant, l'idée, c'est de mesurer tout ce qu'on fait. Je vous l'ai dit à peu près à chaque fois, mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on travaille son référencement naturel, on va essayer d'aller regarder c'est quoi mes pages d'entrée qui ont le plus de succès. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les thématiques aujourd'hui de mes prospects. Quel parcours ils ont eu sur mon site internet. Pourquoi ils ont cliqué là, pourquoi ils ont essayé de cliquer sur ce truc alors que ce n'est pas cliquable. Voilà, il y a plein d'outils qui existent pour mesurer un petit peu la performance d'un site internet. S'y rattache aussi, quand on fait du référencement payant, les statistiques liées à ces annonces. Donc, par exemple, sur Google Analytics, on va pouvoir suivre un nombre de clics, on va pouvoir suivre un nombre d'impressions. Franchement, il y a plein de choses. D'ailleurs, petit aparté, quand on n'est pas très à l'aise avec Google Analytics, c'est compliqué de suivre les tableaux de bord et de comprendre tous les chiffres partout. À voir ce que va proposer Google avec sa nouvelle mise à jour. Souvent, c'est bien d'être accompagné quand on fait des campagnes publicitaires parce qu'on a tendance à avoir du mal à comprendre les résultats. Je ferme la parenthèse. Quand on fait évidemment, de la stratégie sur les réseaux sociaux, ça, je pense que vous avez tous le réflexe. On va regarder la portée de notre post, les nombres de vues. Sur LinkedIn, on peut aller voir aussi c'est quel type de profil, c'est quelle région plutôt de la France qui a consulté mon post, etc. Maintenant, il y a vraiment des outils hyper poussés. Et puis, alors, évidemment, le nerf de la guerre, c'est de suivre aussi les transformations. Donc, notamment quand on crée des landing pages, ou qu'il y a des formulaires à travers lesquels on invite à laisser des coordonnées. L'idée, c'est de suivre un petit peu le taux de succès et le taux de transformation de ces formulaires. Ou potentiellement, je vous parlais d'une campagne d'appel où on invite les personnes à nous appeler à travers une annonce sur Google, sur le moteur de recherche Google. Pareil, idéalement, on met un numéro de téléphone peut-être traqué pour pouvoir suivre potentiellement mon action. Là, elle m'a rapporté combien de leads.
Et de manière générale, mais bon, ça fait un peu redite, donc je vais le repasser rapidement, mais je vais surtout appuyer sur le troisième point parce que ça, c'est un point qui m'est cher. Mais en gros, quand on veut comprendre, enfin, quand on cherche à comprendre ces statistiques, quand on fait de l'inbound et puis même de manière générale, ça veut dire qu'on cherche à comprendre ses utilisateurs. Donc, on est dans une amélioration continue. Donc, ça, c'est hyper vertueux. Ça veut dire évidemment, quand on comprend ces statistiques, qu'on comprend, on cherche à comprendre les canaux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et du coup, on optimise son temps. Donc, encore une fois, il faut savoir se donner du temps. Donc, si ça fait 3 mois que vous avez essayé un canal et que ça ne porte pas ses fruits, attendez peut-être encore un peu. Par contre, si ça fait 1 an que vous essayez quelque chose sur un canal et que ça ne fonctionne pas, que ça ne prend pas, que vous avez essayé différents messages, différentes manières de faire, bon, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce qu'au final, ma cible, elle est vraiment là? Et le troisième point, ce qui est hyper pratique aussi, notamment quand on utilise tous ces outils, c'est de justifier et de comprendre un budget marketing. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand on est des entreprises un peu structurées, on associe souvent le budget marketing au budget, alors pas qui sert à rien, mais le budget un peu, ouais, c'est pour la com, on ne sait pas trop ce que ça nous rapporte, mais c'est pour être visible. Et bien là, avec tout ce que je vous ai montré, et notamment avec le marketing automation, la force, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir suivre un visiteur de votre site internet toute son évolution jusqu'à ce qu'il devienne potentiellement votre client. Et une fois qu'il est devenu votre client, si vous avez quand même le bon logiciel, vous savez le montant du contrat ou du produit que vous lui avez vendu. Donc, grosso modo, toutes vos actions marketing et vos invests que vous avez fait au départ, vous allez pouvoir faire le parallèle avec ça a rapporté tant de chiffre d'affaires à la boîte. Et là, franchement, sur ça, c'est hyper confortable et c'est quelque chose qui est demandé et ça se comprend. Mais pouvoir associer un budget marketing à des fixations d'objectifs business, c'est de la visibilité et puis une garantie d'acceptation aussi un petit peu plus importante. Et donc, voilà, je vais terminer sur les clés de la réussite avant de passer un petit peu aux questions s'il y en a d'autres. Je pense que vous l'avez compris, la clé de réussite d'une stratégie d'inbound marketing, alors selon moi aussi, il y a quand même un peu de mon avis personnel, c'est une collaboration efficace entre le commerce et le marketing. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, le marketing, il travaille bien les prospects avec les contenus, il met ses tags sur les centres d'intérêt, etc. Et puis, il passe une patate bien chaude au commerce qui va pouvoir aller logiquement conclure la vente plus facilement parce qu'il a plein d'éléments sur le prospect. Mais c'est aussi, en fait, le haut commerce d'alimenter le marketing par les retours terrain, tout ça, en leur disant « Ah bah là, il y a un sujet sur tel contenu, là, je pense qu'il faudrait faire un webinar sur tel sujet, etc. » Et puis là, vous êtes sûr d'aller au succès. Évidemment, je le passe rapidement, on mesure tout ce qu'on fait parce qu'on optimise son budget et on évite de perdre du temps. Quand on fait de l'inbound, on s'accorde du temps. Je vous l'ai dit, donc déjà, le référencement naturel, c'est long à payer. La stratégie de contenu, c'est long à payer aussi. Et on garde ses réflexes non digitaux. Je vous ai introduit la présentation en parlant d'outbound. L'objectif de cette présentation, ce n'est pas du tout de vous dire vous arrêtez l'outbound, vous continuez l'inbound. Faut trouver un juste milieu. Ça dépend de votre activité, du réseau que vous avez aujourd'hui, c'est propre à chacun, mais l'idée, c'est d'avoir un mix. Alors, ça peut être 80% d'inbound et 20% d'outbound dans une situation, l'inverse dans l'autre. Ça, c'est un petit peu personnalisé à chaque cas d'entreprise. Mais en tout cas, faire 100% d'un truc, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez des réflexes digitaux qui fonctionnent bien aujourd'hui, je ne suis surtout pas en train de vous dire arrêtez et faites de l'inbound. C'est hyper important de faire les deux. Et puis, pour être un peu concret, si demain, vous devez faire quelques actions et que vous êtes convaincu qu'il faut peut-être se mettre un petit peu à l'inbound, je vous invite à aller sur notre site internet. On a un audit SEO gratuit. Donc, si vous avez un site internet, vous renseignez votre site internet et vous allez recevoir un rapport avec les conseils
sur ce que vous devez faire pour gagner en référencement naturel. Et puis, si vous n'avez pas de site internet, que vous êtes plutôt réseaux sociaux, et ben voilà, posez-vous toutes les questions que j'ai soulevées. Quelle est votre efficacité sur les réseaux sociaux? Si vous n'en êtes pas satisfait, est-ce que votre cible est vraiment sur ces réseaux? Si oui, elle l'est, mais que vous n'arrivez pas à l'avoir, ben, est-ce que ce n'est pas en fait un problème de ce que vous proposez, la solution, le message que vous délivrez? Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon créneau, vous n'avez pas trouvé la bonne manière de leur parler. Posez-vous un petit peu toutes ces questions et puis évidemment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, je suis là pour aider. Voilà me concernant, Vincent. Super, merci Barbara. Tu fais bien. Remets-nous un petit peu ta slide juste avant là, qu'on ait ton Allez, adresse et il est ton qu'il site arrive. web si on veut te Alors, celle-là, contacter. Ouais, celle-là reste dessus pour que. Donc ton agence s'appelle InWin, tu es basé à Rennes. Est-ce que quelle est la typologie de tes clients? Est-ce que tu as des clients principalement rennais ou partout en France qui te contactent? non, moi je suis surtout active sur le bassin Ille-et-Vilaine et puis Loire-Atlantique. Après, évidemment, on peut aider d'autres entreprises, mais on va dire le cœur de cible aujourd'hui, c'est plutôt Ille-et-Vilaine et puis Pays de la Loire, quoi. Et puis les cibles, en fait, moi j'accompagne aussi bien des personnes qui elles ont compris qu'il faut aller vers le digital, mais elles ne savent pas trop par où commencer, et puis elles ont besoin d'être accompagnées, alors qu'elles soient grosses ou petites entreprises. Je vais pouvoir les aider. Et puis, il y a aussi ceux qui ont déjà pris le virage et puis qui aujourd'hui font de l'inbound ou font une réelle stratégie de marketing digital. Elles sentent le potentiel, elles ont envie de passer à une vitesse supérieure, et puis là aussi, je peux les aider. Donc, si tu veux, je n'ai pas vraiment de critères de sélection sur mes cibles. Ok. J'ai une deuxième question. Moi, c'est sur l'état du marché. Comment est-ce que tu vois l'état du marché aujourd'hui sur l'inbound? Est-ce que il y a une grosse demande de la part des entreprises d'être accompagnées sur ce sujet-là, ou est-ce qu'elles considèrent que c'est un sujet qu'elles peuvent internaliser, que ce sont des compétences qu'elles ont chez elles? En fait, tout dépend du niveau d'inbound qu'une entreprise va décider d'avoir, parce que tu vois, à la fin, je parlais de marketing automation. Bon, attention, c'est des logiciels qui ont quand même un coût. Tout le monde ne décide pas d'avoir cet investissement en stratégie de marketing digital. Donc ça s'adresse déjà à peut-être une certaine cible un peu plus structurée, quoi, avec un chiffre d'affaires un peu plus conséquent, pour être totalement transparente. Par contre, on va dire un premier niveau de l'inbound, c'est de se lancer dans la stratégie de contenu à travers des réseaux sociaux, une page de blog sur son site internet. Et ça, c'est vraiment dans la tendance actuelle. Il y en a beaucoup qui se mettent à faire de la stratégie de contenu et il y en a beaucoup qui déchantent, si tu veux. Il y en a qui sont faits pour ça, qui sont à l'aise avec les réseaux, qui aiment rédiger et voilà, qui ont compris comment faire et ça marche. Et puis, tu en as qui n'ont pas réalisé que c'était quand même hyper énergivore, que rédiger, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est les fameux déçus de l'inbound. Donc, si tu veux, moi, la tendance du marché actuellement, alors, sur le bassin sur lequel je travaille, si tu veux, on a de la chance parce qu'il y a un événement, l'événement d'inbound marketing sur Rennes au couvent des Jacobins qui est très connu et donc qui fait qu'on entend parler d'inbound marketing sur la région rennaise et nantaise, quoi. Après, je pense que c'est encore très timide. On fait un petit peu de réseaux sociaux. On se met à avoir une page de blog sur notre site internet, mais ce n'est pas encore structuré et pensé stratégie avec une véritable stratégie de contenu en fonction de ta maturité du client. Donc, il y en a plein qui s'essayent, mais je pense que ceux qui décident vraiment d'y aller et de capitaliser pour que ça leur ramène du chiffre d'affaires, en règle générale, ils se font accompagner. D'accord. Et si, pour deux typologies de personnes qui cherchent un job, par exemple un jeune diplômé, qui cherche un poste junior, ou alors quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, quel type de poste on peut viser si je veux travailler dans l'inbound marketing? Pour un jeune diplômé d'abord. Il y en a plein.
Il y en a plein parce qu'en fait, si tu décomposes un petit peu les outils que j'ai présentés, tu vas avoir besoin d'un community manager. Tu vas avoir besoin potentiellement de quelqu'un qui est plutôt doué dans la rédaction de contenu, donc un peu du copywriting, et puis doué aussi en référencement naturel. Et puis, tu peux avoir aussi les fameux spécialistes du growth, qui vont du coup peut-être travailler précisément du référencement payant, des experts un peu en ads, etc. Voilà, grosso modo. Et puis après, mine de rien, quand une entreprise décide de mettre une stratégie comme ça d'inbound marketing, elle a besoin d'un pilote. Donc souvent, tu peux aussi avoir une fonction de chef de projet qui s'attache un peu à cette transformation d'entreprise, quoi. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est exactement ça, hein, c'est les types de postes qu'on peut chercher. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. On a encore 2-3 minutes. Ok. Si les uns les autres, vous avez une question bien particulière, je vous propose d'ouvrir votre micro tout simplement. Et puis après, je conclurai sur le club marketing, les prochaines dates, etc. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai été si claire que ça, punaise, que j'ai dit des choses quand même. Tu as dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est très- D'ailleurs, je bois un coup, parce que franchement, j'ai beaucoup parlé. Barbara, c'est Bruno. Tu as répondu aux questions sur RGPD? J'ai répondu avec Vincent, Bruno, mon associé. Ouais, moi, si je peux compléter ce sujet-là sur le RGPD, effectivement, il faut absolument avoir le consentement de l'utilisateur. Le consentement, on ne peut pas envoyer un email si on n'a pas auparavant le consentement de la personne. Donc, lorsque la personne va s'inscrire à une newsletter, on va toujours demander à la personne de s'obstiner. Donc, s'obstiner, c'est cocher la petite case pour dire j'accepte d'être contacté sur tel sujet. La CNIL en France va, comment dire, va commencer, elle l'a déjà fait ces 2-3 dernières années, mais là, au 31 mars, il y a une grosse date qui arrive sur la mise en route du règlement e-privacy. Si on n'a pas si on n'a pas le consentement du visiteur, si on ne traite pas les données de telle manière, en permettant par exemple aux visiteurs de les supprimer au bout d'un certain nombre d'années, ou s'il n'y a pas la finalité très clairement expliquée et explicitée dans les conditions générales, tout ça c'est très très réglementé. Là, la CNIL nous dégomme, nous dégomme. Donc, il faut faire très attention à capter le consentement du visiteur. OK. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Barbara, est-ce que tu peux juste passer la slide suivante? Voilà, avant de vous laisser les uns les autres aller manger, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander quelque chose. On a tous écouté, mais là, vous allez repartir avec un devoir, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais vous demander quelque chose, c'est de parler autour de vous des deux prochaines dates, donc le 19 mars et le 25 mars. Donc le 19 mars, c'est le prochain club marketing. Il y a Charles Dossi, donc, qui est actuellement basé à Hong Kong, qui fait partie de ma promo P10. Il a un super poste aujourd'hui dans dans les monnaies numériques, et notamment dans le Bitcoin et Ethereum plus précisément. Il déploie Ethereum en Asie, auprès des différents gouvernements asiatiques, en Chine, à Hong Kong. Il a un job passionnant. Il vient d'écrire un bouquin, donc il va nous en parler. Et ça va nous permettre de parler crypto-monnaie, plus particulièrement. Et c'est vraiment un sujet qui va vraiment être très intéressant. Avec un alumni qui va nous parler de son expérience à l'étranger. Ça fait très longtemps qu'il travaille à Hong Kong. Et la deuxième date, en mars, c'est le 25.
avec Solène et Christophe, pardon, qui sont tous les deux aussi des alumni. Solène Brouard, que vous devez connaître, qui a lancé sa boîte au Canada, Polystiver, qui vient de faire une levée de fonds extraordinaire, plus de 1 million d'euros ces dernières semaines, sur le thème du recyclage. Et Christophe, qui a une boîte aussi en France sur le thème dans le recyclage. Donc, ça me semblait intéressant de les faire participer. Donc, voilà, je vous demande d'en parler autour de vous. Forwarder les mails d'invitation auprès de vos amis de promo. Si vous avez des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, transmettez l'information, transmettez les dates du club marketing. C'est comme ça qu'on fait parler de nous. Et puis à droite, voilà, dans le slide, vous avez les autres dates. Il y a le club finance aussi qui a énormément de succès, hein. Je ne sais pas combien on était aujourd'hui pour Club Marketing, mais Club Finance, on a dépassé la centaine de participants au dernier. Ça a beaucoup de succès. Moi, si je peux compléter, Vincent, moi j'ai participé du coup à un atelier Loi Pinel là. Les explications étaient super claires, les slides super bien faits. Enfin, franchement, j'ai appris énormément de choses et je peux qu'inviter toutes les personnes qui sont intéressées par ça à y participer parce que les deux intervenants sont vraiment de très très bonne qualité. Ok. Ouais. Moi, j'ai assisté aussi à un événement, c'était top. Bon, Baptiste, je prends ton point là dans le chat. Je pense qu'on va pouvoir s'inscrire très rapidement au prochain webinaire pour le 19 mars. Bon, on est mi-février, je pense qu'on va ouvrir. Je vois Violaine là, qui rallume sa vidéo. On va ouvrir les inscriptions très vite. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, je remercie beaucoup Barbara d'être intervenue dans ce webinaire donc de l'agence InWin, qui reste bien entendu à votre disposition hein, pour répondre à vos questions. Et puis, on en a terminé. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my